17 jours. C'est le délai qu'il a fallu pour transformer une tentative d'assassinat en signal géopolitique. Au nord de Ouagadougou, 2 missiles Hellfire ont fendu la nuit, visant le convoi d'Ibrahim Traoré, sans savoir qu'il déclencherait autre chose. La preuve d'une surveillance étrangère. Ce drame esquivé questionne. Que vaut la sécurité quand elle porte l'ombre d'autrui? Et si, dans le ciel du Sahel, un drone raté avait réveillé un continent entier, prêt à définir sa propre souveraineté? Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse un simple incident militaire. Pour la première fois, le Burkina Faso a choisi de ne pas répondre par la colère, mais par la méthode. Transformer la peur en dossier, la poussière en preuve. Ibrahim Traoré a compris que le silence était l'arme la plus espérée par ceux qui frappent de loin. Alors, il a promis de parler, mais avec des faits, des images, des chiffres. C'est un pari dangereux. Exposer l'empreinte d'un empire revient à défier ses habitudes. Pourtant, le président sait que la souveraineté ne se mendie pas, elle se démontre. Ce soir-là, dans les couloirs du palais, un mot circulait à voix basse. La transparence. Une promesse simple, presque naïve, mais lourde d'enjeux. Montrer au monde que la vérité peut voyager plus vite qu'un drone. Et vous, combien de nations oseraient miser sur la lumière plutôt que sur le feu? Le chiffre exact, 23 H47. C'est à 7 minutes que le radar chinois, jugé inutile par l'OTAN, a détecté un objet non identifié à 2000 pieds. 17 minutes plus tard, 2 missiles Hellfire frappèrent la route que le convoi d'Ibrahim Traoré venait d'abandonner. Jusque-là, la nuit du Sahel semblait paisible. 3 véhicules, 12 hommes, un silence de poussière et de lune. Mais la voix d'un opérateur a rompu cette inertie, une alerte froide, un ton qui tremble. « Cible possible verrouillée !» Dans la voiture de tête, Traoré a choisi l'imprévisible. Quitter l'asphalte pour un sentier sans repère. Quelques minutes plus tard, la terre vibrait là où il aurait dû mourir. Au matin, les soldats ont retrouvé des fragments métalliques marqués AGM 114, fabrication américaine. La scène n'était plus un accident, c'était une équation. Chaque pièce tordue, chaque numéro de série aligné avec les coordonnées de vol, une signature gravée dans le métal. Ibrahim Traoré n'a pas vu des ruines, mais une phrase écrite dans le langage des machines. Preuve que la distance n'efface pas l'intention. De cette découverte est née une décision. Ne pas enterrer la nuit sous le sable, mais l'étaler à la lumière. Les techniciens ont sauvegardé les données radar, les ont dupliquées, envoyées vers un état neutre. Ce protocole d'urgence s'est transformé en acte de souveraineté. Garder la trace, même quand la voix chancelle. Car dans cette région, la preuve vaut plus qu'un discours. Elle voyage plus loin que les excuses. Ainsi commença une autre bataille. Non plus celle du ciel, mais celle de la narration. Et le monde, sans le savoir encore, allait devoir choisir quel récit croire. Dans le centre de commandement du Nord, la salle brillait d'un bleu d'écran et d'acier. Autour d'une longue table, des ingénieurs en uniforme examinaient les fragments noircis. Parmi eux, un jeune technicien, formé à Pékin, relisait les lignes de télémétrie comme on déchiffre un aveu. Sur les moniteurs, la trajectoire du drone se rejouait. Altitude 2000 pieds, rotation lente, 3 corrections successives. Exactement celle qu'avait suivi le convoi d'Ibrahim Traoré avant de bifurquer. L'ingénieur en chef parlait d'une voix calme. Ce n'est pas une théorie, c'est de la mathématique. Le président, immobile, regardait la lumière se refléter sur le métal tordu. Entre les chiffres et le silence, il comprenait que la survie venait d'obtenir un coup politique. Car désormais, le pays détenait quelque chose que beaucoup redoutent. La preuve mesurable d'une intention étrangère. Dans les heures suivantes, les communications furent restreintes, les disques durs scellés, les copies envoyées dans 3 directions. Une partie resta au ministère, une autre partie vers une ambassade amie, la 3e vers un coffre anonyme. Ce soin minutieux, presque bureaucratique,
devint le premier acte d'une riposte nouvelle, celle de la documentation. La rumeur s'est propagée avant la nouvelle. Dans les marchés de Ouagadougou, on parlait d'un miracle, d'un convoi sauvé par un radar que personne ne voulait financer. Et dans les chancelleries voisines, certains commençaient à réviser leurs cartes. Quand la preuve circule, la peur change de camp. La nuit suivante, la capitale s'est figée sous un ciel clair. Au palais, la climatisation ronronnait, les gardes échangeaient à voix basse. Dans la grande salle de conférence, Ibrahim Traoré entra le dernier, tenant un simple dossier marqué d'un mot unique. Preuve. Sur la table, les fragments du drone, les cartes radar, les photos satellitaires. Autour de lui, les généraux, les ministres, les conseillers du renseignement. Personne ne parlait encore. « Pas de présentation, dit-il. Vous savez pourquoi nous sommes ici. » Un général répondit sèchement. « C'est un acte de guerre. »« Et comment répondons-nous » demanda Traoré. « Par la force. » Le président se tut, observa la carte projetée au mur. Une tache rouge clignotait là où la route avait brûlé. « Ils attendent ça, hein ?» murmura-t-il. « Si nous réagissons avec colère, nous devenons l'histoire qu'ils veulent raconter. » Alors il choisit une autre voie. Il ordonna la compilation complète des données, l'archivage des relevés de vol, la vérification indépendante par des ingénieurs civils. Les officiers hésitaient. Jamais un chef d'État du Sahel n'avait transformé une frappe ratée en enquête technique. Pourtant, à mesure que les écrans s'allumaient, l'idée prenait forme. La transparence, comme contre-attaque. À l'aube, Ibrahim Traoré convoqua un second conseil, non pas militaire, mais stratégique. Le message serait public, sans hymne ni drapeau, diffusé en direct depuis le palais. Un choix risqué, exposer la blessure avant qu'elle ne cicatrise. Mais c'était le seul moyen d'inverser la peur. Lorsque l'émission commença, le pays retint son souffle. Sur les écrans, des images austères, la route calcinée, les débris étiquetés, les coordonnées inscrites. Pas de musique, pas de slogan, juste un homme en chemise kaki face à la caméra, le regard droit. Ce que vous allez voir n'est pas un récit, c'est ce que nous avons vu. Puis les séquences défilèrent. 23 à 47, 2000 pieds, impact 4 minutes plus tard. Le silence pesa plus que tout commentaire. Dans les villages, les cafés, les casernes, les gens fixaient sur les écrans sans parler. À midi, les images circulaient sur les téléphones. Le soir, elles franchissaient déjà les frontières. Les réactions furent multiples. Incrédulité, admiration, stupeur. Mais partout, la même phrase revenait. Ils ont montré la preuve. Ce jour-là, le Burkina Faso passa d'un récit de survie à une déclaration de souveraineté. Et le monde découvrit qu'une nation pauvre pouvait parler la langue la plus redoutée, celle des faits. La poussière s'était soulevée, et dans sa lumière, un pays se voyait enfin debout. Avant la frappe, le ciel du Sahel n'était qu'un décor immobile, trafic aérien calaire, signaux civils repérés à haute altitude. Après l'incident, les radars ont montré un écho isolé, à 2000 pieds, trajectoire circulaire, 17 minutes d'observation constante. Cette différence, infime en apparence, prouvait qu'un appareil militaire se trouvait là où aucun plan de vol ne l'autorisait. Une altitude si basse, expliquait l'ingénieur en chef, équivaut à une intention, pas à une erreur. Voici une deuxième donnée. 2 missiles AGM-114, explosifs de type Hellfire, identifiés par fragments et numéros de série. Chaque éclat retrouvé portait un code thermique partiellement fondu, mais lisible. Une équipe indépendante de l'université de Ouagadougou a confirmé leur origine américaine. 2 armes précises, 2 trajectoires inversées, 0 justification diplomatique. Cette phrase, prononcée à la télévision, résuma l'ampleur du dossier. Et une troisième donnée, 12 gouvernements africains ont publié dans les 72 heures suivant la diffusion des communiqués demandant la transparence sur les vols militaires étrangers. Ce simple décompte traduisait une mutation d'un pays seul à un continent solidaire.
En moins de 4 jours, les chiffres avaient remplacé les rumeurs, et la logique du soupçon s'était inversée. Ibrahim Traoré a insisté pour que chaque donnée soit contextualisée, non utilisée comme arme. Les faits ne servent pas à accuser, mais à éclairer. Sous sa direction, les équipes ont établi un tableau comparatif. Heure radar, coordonnées d'impact, distance du convoi. L'écart moyen, 1,8, correspondait exactement au temps de déviation ordonné depuis la voiture présidentielle. Une variation minuscule, mais qui sépara la vie de la mort. Dans le centre de données, les analystes ont parlé de delta de survie. Leurs écrans affichaient des points lumineux qui s'éteignaient au fil des secondes. Chaque point représentait une décision. Tourner, accélérer, ne pas s'arrêter. Ce langage mathématique devint la narration d'un miracle calculé. Puis, la preuve s'est élargie. Images satellites, rapport de température au sol, enregistrement audio du radar. Tout convergeait vers la même conclusion. Le ciblage n'était pas aléatoire. Les diplomates étrangers, prudents, ont évoqué une erreur technique regrettable. Mais dans les rues de Ouagadougou, personne n'employait plus le mot erreur. On disait simplement « Ils ont voulu le silence, ils ont créé des preuves ». Ainsi, la quantification devint un acte politique. Les chiffres, neutres en apparence, servaient à raconter ce que les mots seuls n'auraient pas pu défendre. Et dans la précision des données, le pays trouvait la clarté de sa voix. Le lendemain de la diffusion, la controverse s'est allumée aussi vite que les projecteurs. Les analystes étrangers ont soulevé des doutes. Les fragments pouvaient-ils être authentifiés sans chaîne de traçabilité ? Le radar chinois, disait-on, pouvait avoir généré de fausses lectures. Et si l'ensemble n'était qu'une mise en scène, soigneusement chorégraphiée pour servir un récit souverainiste? Ces questions, amplifiées par les réseaux, visaient à déplacer la discussion du terrain des faits vers celui des intentions. Les techniciens du Burkina Faso ont répondu sans emphase, ligne après ligne. D'abord, les métadonnées. Chaque enregistrement radar portait une signature temporelle inviolable, comparée avec 3 sources indépendantes. Ensuite, la corrélation. Les coordonnées des impacts concordaient avec les séquences satellites fournies par un opérateur civil. Enfin, la physique. La chaleur dégagée par les explosions, mesurée à 4300 Kelvin, correspondait exactement à la combustion d'un Hellfire. Ces vérifications, menées sous observation d'experts africains et asiatiques, formaient une architecture de preuves difficile à contester. Pourtant, un autre argument est apparu, plus subtil. Même si tout était vrai, fallait-il l'exposer ? Certains diplomates craignaient que cette transparence ne brise des équilibres régionaux fragiles. D'autres, au contraire, y voyaient une opportunité, celle d'un précédent où la vérité ne dépend plus de la taille du pays qui l'a dit. Ibrahim Traoré, face à ces interprétations, a choisi la sobriété. Nous ne cherchons pas le conflit, nous cherchons la cohérence. Begisi. Oh, ce mot, répété 3 fois lors d'une allocution ultérieure, devint une ligne directrice. Il ne s'agissait pas de convaincre tout le monde, mais de démontrer qu'une narration africaine pouvait tenir debout, chiffres à l'appui. Et lorsque les journaux européens publièrent leurs vérifications, aucun ne put réfuter les données initiales. Le doute n'avait pas disparu, mais il s'était déplacé, du Burkina vers ceux qui le questionnaient. Dans le langage des faits, la cohérence devient une forme de puissance. La vérité est un bouclier. Cette phrase, prononcée à voix basse par Ibrahim Traoré lors d'une réunion fermée, devint bientôt un mot d'ordre. Au milieu du tumulte médiatique, il comprit que le véritable changement ne naissait pas de la riposte, mais de la constance. L'attaque avait échoué. La diffusion, elle, avait frappé juste. Car depuis la publication des données, les cartes s'étaient mises à bouger. Des alliances silencieuses se dessinaient. Des ministres de la région échangeaient des fragments d'informations radar. Des ingénieurs comparaient des protocoles. Des journalistes traduisaient les transcriptions ligne par ligne. Ce réseau invisible, tissé à partir d'une seule nuit,
devenait une défense collective. L'effet de bascule ne fut pas militaire, mais symbolique. Dans les universités, on enseignait déjà l'affaire du drone manquée comme un cas d'école, la preuve comme outil de souveraineté. Et dans les couloirs du palais, un conseiller murmura « Nous avons montré que la transparence n'est pas faiblesse. » Traoré répondit simplement « Alors continuons ?» La moitié de l'histoire venait d'être franchie, et l'équilibre du pouvoir aussi. Dans les jours qui suivirent la diffusion, le silence changea de nature. Ce n'était plus celui de la peur, ni celui d'une attention suspendue. Les États voisins furent les premiers à réagir. 12 gouvernements réunis à huis clos à Niamey adoptèrent une motion réclamant la transparence sur les vols militaires étrangers. Une phrase résumait leur position. Assez de silence. Ce geste, purement symbolique en apparence, marqua un basculement. Pour la première fois, des pays du Sahel parlaient d'une même voix et citaient explicitement l'exemple du Burkina Faso. Dans les médias, le ton changea également. Les rédactions africaines cessèrent de relayer les communiqués occidentaux et commencèrent à produire leurs propres analyses techniques. Altitude, trajectoire, signature thermique. L'hebdomadaire Sahel Observer consacra une double page au fragment AG514, tandis qu'une chaîne ghanéenne diffusa un documentaire intitulé « Les preuves ne dorment pas ». Le nom d'Ibrahim Traoré y apparaissait comme une constante tranquille, un visage ferme mais sans triomphe, symbole d'un courage méthodique. Chez les citoyens, la réaction fut plus intime. Dans les villages, on montrait les images sur des téléphones. On récitait les chiffres comme des versets. Des enseignants utilisaient la séquence radar pour expliquer la physique du mouvement. Des étudiants pour disserter sur la souveraineté. Ce savoir collectif, partagé sans consigne officielle, construisait une mémoire active. Chacun devenait témoin d'un fait documenté. Et dans les marchés de Bobo-Dioulasso, un marchand de tissus résuma « Avant, on vendait des couleurs. Maintenant, on parle de preuves. » Enfin, les régions voisines sentirent la vibration. Au Nigeria, des parlementaires demandèrent un audit sur les survols étrangers. Au Tchad, des officiers de l'air installèrent des radars dormants. Au Mali, un projet de réseau partagé prit forme. Les diplomates européens, eux, mesurèrent le glissement. Ce qui n'était qu'un incident devenait une contagion de conscience. L'impact économique suivit, les marchés se stabilisèrent, paradoxalement renforcés par cette crise. La confiance renaissait, parce que la parole était devenue mesurable. Un investisseur sénégalais déclara « Là où un président parle en chiffres, le risque devient calculable. » En moins d'une semaine, la trajectoire d'un drone avait créé un axe politique. Et le monde, habitué à voir l'Afrique réagir, la voyait désormais démontrer. La preuve, devenue patrimoine commun, redessinait le rapport entre peur et respect. Passons maintenant au scénario possible. Dans le scénario de base, le Burkina Faso maintient sa ligne. Publier, documenter, ne pas provoquer. Les partenariats se renforcent avec les pays qui partagent sa vision d'une souveraineté technologique. Les radars fournis par l'Asie se déploient discrètement le long des frontières. Ibrahim Traoré consolide cette diplomatie de la preuve, ni alignée, ni hostile. L'économie se stabilise, les tensions régionales diminuent, mais la méfiance internationale demeure. Dans ce cadre, le pays s'installe dans une prudente visibilité. Il n'est plus oublié, mais encore observé. Dans le scénario optimiste, les images et les données inspirent une coopération inédite. 12 États signent une charte pour un réseau radar continental. L'information circule librement. Les universités africaines développent des pôles de recherche sur la cybersécurité aérienne. Les sanctions s'allègent. Les échanges reprennent et la diplomatie du Sahel gagne un ton confiant. Traoré devient la figure d'un réalisme nouveau, celle d'un dirigeant qui parle moins fort mais prouve davantage. Dans ce scénario, la vérité devient non plus un risque, mais une ressource stratégique. Dans le scénario pessimiste, les puissances extérieures
riposte sur un autre terrain. Blocage économique, campagne médiatique, isolement diplomatique. Le pays se referme, la méfiance grandit, la fatigue sociale s'installe. Le mot « preuve » perd sa force, submergé par le bruit des récits concurrents. La souveraineté se défend alors non plus par la transparence, mais par la survie. Dans tous les cas, un enseignement demeure. La vérité, lorsqu'elle est dite avec méthode, change la géométrie du pouvoir. Qu'elle unisse ou qu'elle divise, elle oblige à repenser la sécurité comme une forme de connaissance partagée. La recommandation est simple, presque tranquille. Mesurer avant de réagir, prouver avant de parler, écouter avant d'accuser. C'est la seule stratégie qui transforme une frappe manquée en victoire durable. Dans les ruelles de Ouagadougou, le mot preuve est devenu une salutation. Les chauffeurs de taxi le prononcent avec fierté. Les vendeuses de marché l'utilisent comme un refrain. La diffusion publique a touché quelque chose de plus profond que la politique, un sentiment d'appartenance. Pour la première fois, les citoyens ont vu leur propre histoire filmée sans filtre, racontée avec rigueur et portée par un homme qui ne criait pas, mais expliquait. Dans les lycées, les enseignants montrent les images radars pour parler de science. Dans les mosquées, les imams évoquent le courage calme d'un président qui a préféré la vérité à la vengeance. Et dans la diaspora, de Montréal à Dakar, les messages affluent. Nous avons enfin une image qui ne nous fait pas honte. Ce renversement n'est pas spectaculaire, il est intime. Il naît du respect retrouvé entre le pouvoir et le peuple. Ibrahim Traoré, sans le dire explicitement, a restauré ce lien fragile. La confiance dans la parole publique. Chaque donnée, chaque fragment de métal présenté à la télévision est devenu une métaphore de transparence. Une génération plus jeune s'en empare déjà. Sur les réseaux, les hashtags se multiplient. H-preuve, souveraineté, voir pour croire. Ce ne sont pas des slogans, mais des promesses. Car ce que cette histoire a réellement révélé, ce n'est pas seulement un drone étranger, mais un regard intérieur, celui d'un continent qui commence à se voir avec clarté. Quand la vérité devient visible, l'espoir devient mesurable. La crise a révélé une vérité simple. La souveraineté se construit par étapes, pas par slogan. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan discret s'est mis en place, structuré autour de 5 axes clairs. D'abord, centraliser la donnée. Tous les radars, civils ou militaires, sont intégrés à une même base régionale. Objectif, partager les alertes en temps réel. Mesure, temps de réaction réduit de moitié d'ici 6 mois. Ensuite, former les techniciens. Une école de veille électronique ouvrie à Ouagadougou. Cours conjoints avec des partenaires africains et asiatiques. Mesure, 200 spécialistes certifiés par an. Puis, sécuriser la preuve. Chaque incident aérien sera enregistré, horodaté, chiffré. Une copie conservée localement, une autre déposée auprès d'un tiers neutre. Mesure, 0 perte de données lors des audits semestriels. Ensuite, communiquer avec transparence. Un service public de l'information technique rendra les rapports accessibles sans filtre politique. Mesure, publication trimestrielle, vérifiée par la société civile. Enfin, coopérer sans se soumettre. Les États voisins sont invités à participer à la chaîne radar continentale. La règle, collaboration horizontale, pas hiérarchique. Mesure, nombre de connexions actives et taux d'échange sécurisé. Ce plan n'a rien de spectaculaire, mais il transforme la survie en méthode. Car pour Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est pas un cri, c'est une procédure, répétée, documentée, améliorée. Chaque étape trace une distance supplémentaire entre dépendance et maîtrise. Et au bout de cette route, un horizon simple, un ciel africain observé par ses propres yeux. Dans le bureau où tout a commencé, la lumière du soir se reflète sur un éclat de métal posé sous verre. C'est le même fragment AGM 114 que tenait Ibrahim Traoré lors de la diffusion, celui qu'il avait levé face à la caméra, comme une phrase silencieuse. Autour de lui, les écrans se sont tus. Les données, désormais archivées,
appartiennent à l'histoire. Mais l'objet demeure, froid, précis, témoin d'une nuit où le hasard n'avait pas sa place. Chaque visiteur du palais s'arrête devant la vitrine. Certains y voyaient la peur, d'autres la persévérance. Le président, lui, parle rarement de cette pièce. Il dit simplement « La preuve a survécu, donc nous aussi ». Dehors, le vent soulève la poussière du Sahel et traverse les rues, encore marquées par la mémoire du feu. Rien ne brille, sinon ce petit éclat qui rappelle à tous qu'un simple fait peut peser plus qu'un arsenal. Une preuve peut sauver ce qu'une arme détruit. Et si la souveraineté n'était pas une destination, mais une habitude? Cette question, désormais murmurée dans les cafés du Sahel, dépasse les frontières du Burkina Faso. Car ce que cette histoire a prouvé, ce n'est pas seulement la résilience d'un pays, mais la possibilité d'un langage commun, celui des faits partagés. Le monde a vu un homme, Ibrahim Traoré, transformer une attaque en leçon, un fragment en symbole, une peur en méthode. Mais derrière lui, des milliers de voix ont relayé ce geste. Ingénieurs, enseignants, journalistes, citoyens ordinaires. Chacun a compris que la transparence n'est pas un luxe, c'est une défense. Alors que le vent du soir efface les traces de la route, l'écho demeure. Parlez vrai, mesurez juste, veillez ensemble. Et à ceux qui écoutent encore, une invitation tranquille s'impose. Que feriez-vous vous aussi si la vérité volait au-dessus de votre ciel ?